Plusieurs étudiants. Nelson Tifo, qui travaille au Service canadien des forêts, est juste à côté, mais on ne le voit pas si souvent. C'est le fun d'inviter des chercheurs. Ça vous force à venir ici ou ça nous force à vous voir plus souvent. Mais bref, je t'invite, Nelson, à prendre la parole, puis à nous expliquer ce dont tu veux nous parler aujourd'hui. OK, merci beaucoup, Marc. Alors, ça fonctionne. On part ici, c'est parti. Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Euh, Ça me fait vraiment plaisir de vous voir ici et savoir qu'il y a des gens connectés en ligne. Donc, quand le CEF m'a invité, CEF CRMR, à un moment donné, j'ai mis ça dans une boîte en disant, OK, éventuellement, ça viendra. Et quand est venu le temps de fournir un sujet, un titre, un résumé, là, je me suis demandé de quoi j'allais bien pouvoir vous parler. Et là, je me suis dit, étant donné que c'est le CEF, étant donné que c'est le CRMR, on est entre amis, on est pratiquement en famille. Bon, une grande famille, mais on est en famille. Alors, j'ai décidé de vous présenter un projet très spécifique sur lequel je travaille. Un projet qui est en cours, qui n'est pas terminé, qui j'ai rien de publié. Les données viennent tout juste de rentrer. J'ai fait des analyses préliminaires qui devront certainement être améliorées, voire complètement reprises du début. Mais je me suis dit, c'est pas grave, je vais quand même parler de ce projet-là, partager c'est quoi le contexte, les méthodes et que j'utilise pour regarder ce qui se passe dans les interactions entre les types de plants, la gestion de la végétation, puis les niveaux d'amélioration. Puis même si ce n'est pas finalisé, c'est pas grave, on est entre amis, on est en famille. Donc ça, c'était ma façon subtile de baisser les attentes, que personne ne soit surpris que c'est absolument pas lissé ni complètement terminé. Je commence avec cette photo-là. OK? Ça, c'est moi. À côté de moi, c'est une personne de ma famille immédiate que je nommerai pas pour préserver son anonymat parce qu'elle est quand même assez connue dans le milieu forestier, donc je veux garder son anonymat. Pourquoi je mets cette photo-là? C'est parce que, comme vous le voyez avec ma magnifique chemise et ma salopette, moi, je suis né dans les années 70. OK? Dans les années 70, les parents, pour savoir comment élever leurs enfants, s'occuper de leurs enfants, il n'y avait pas d'Internet. Donc, tu ne peux pas demander à Google, tu ne peux pas demander à ChatGPT quoi faire pour élever tes enfants. Alors, les parents se fiaient surtout à ce livre-là. Tout se joue avant 6 ans. Ça a été un best-seller mondial qui est sorti au début des années 70 et toutes les maisons de toute la province de Québec avaient ce livre-là et c'est là-dessus que les parents se fiaient pour élever leurs enfants. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que, bon, moi, j'ai vu ce livre-là dans ma maison. Et le titre, à l'époque, ne me disait pas grand-chose. Après ça, j'ai fait mon adolescence, tout le reste. Et quand j'ai commencé à travailler sur la sylviculture des plantations, l'établissement des arbres par le reboisement, le titre de ce livre-là m'est revenu en tête. Puis là, j'ai réalisé que c'est peut-être pas si vrai que ça pour ce qui est des enfants en passant. Donc, même si vous ratez votre coup là, pendant les 6 premières années, vos enfants ne sont pas gaspillés. Ça a été démontré. Vous pouvez toujours vous reprendre. Mais pour ce qui est de l'établissement d'une plantation, tout se joue avant 6 ans. Je trouve que ce titre-là est particulièrement pertinent. Parce que quand il y a établissement d'une plantation, quand un arbre est mis en terre, il y a un paquet de décisions qui sont prises en amont du moment où l'arbre est planté. Donc, quelle sorte de plant, quelle espèce va être plantée, quelle sorte de plant va être utilisé, quelle génétique va être utilisée, quels seront les traitements de préparation de terrain, de gestion de la végétation qui vont être faits. Et toutes ces actions-là, ces décisions-là ont vraiment un rôle fondamental sur le devenir de cette plantation-là pour les décennies qui vont suivre. Pourquoi? Parce que quand on met un arbre en terre, lui doit rapidement avoir accès aux ressources environnementales qui vont lui permettre d'abord de survivre, mais ensuite de croître, et non seulement croître, mais croître à une vitesse qui correspond à celle à laquelle on s'attend pour répondre aux objectifs sylvicoles de la plantation. Et ici, je liste quelques ressources environnementales clés pour ces plans-là et sur lesquelles les sylviculteurs
ont un certain contrôle par les décisions qui sont prises. On a travaillé au fil des années sur les traitements sylvicoles, les choix de type de plan et les facteurs dont je viens de vous parler, d'une façon ou d'une autre. Donc ça, c'est un exemple parmi bien d'autres où on s'est intéressé à l'effet du type de plan de forte dimension. Ici, quand je dis type de plan, je parle, est-ce que ce sont des plants produits dans des récipients ou des plants produits à racines nues? Et comment ce type de plan-là interagit avec la compétition interspécifique pour influencer la croissance des arbres pendant les premières années. Puis ici, c'est un exemple où on a montré qu'au bout de 11 ans, après le reboisement, bien, le fait d'utiliser des plants de forte dimension produits en récipient ou racines nues, ça ne changeait pas grand-chose sur la taille des arbres, la taille que les arbres allaient atteindre. On n'a pas noté d'interaction avec les traitements de dégagement. Ici, c'est la ligne bleue que vous voyez. Mais aussi, on a montré que lorsqu'on utilise des plants de forte dimension dans un scénario où les arbres sont mis en terre et sont soumis à un dégagement mécanique après la 3e année ou pendant la 3e année de croissance, qui est indiquée par la flèche bleue ici, bien, on atteint un résultat qui est presque aussi élevé que lorsqu'on met des arbres en terre et qu'on contrôle de manière systématique et annuelle toute la végétation de compétition qui s'installe. Ça, c'est les points verts que vous avez à la fin. Donc, vous voyez, en faisant du dégagement mécanique, plantant des arbres de forte dimension, on atteint pratiquement 88 du plein potentiel de croissance de la station pour cette essence-là. Donc, ça, c'est un exemple de travaux qu'on a menés sur les thèmes dont j'ai parlé. Ça, c'est un autre exemple par Robert Jebidon, où il s'était intéressé dans ce cas-là au type de plan, mais en regard de la taille initiale des arbres qui sont mis en terre. Donc, vous voyez ici, ça, c'est une photo prise en 92-93, où, dans cette expérience-là, ils avaient planté des arbres d'une dimension, des arbres de plus en plus grands, allant de semis-produits dans des récipients de 110 cm3. Ça, c'est le récipient standard, si on veut, là, pour ceux qui ne connaissent pas trop la production de plants. Donc une carotte standard, jusqu'à des arbres de 340 cm3. Ça, c'est comme le plan de forte dimension, à peu près, qui était produit au Québec. Ensuite, 700, puis ensuite même 1000. Ça, c'est 1 litre, donc des récipients de 1 litre. L'idée ici, c'était de voir est-ce qu'il y a un plateau, est-ce qu'il y a une limite aux avantages potentiels qu'on retire lorsqu'on utilise des plants plus gros. Or, ces travaux-là ont montré que oui, il y avait une limite. Rendu justement autour de 340-350 cm3, ben, ça ne sert à rien d'utiliser des plants plus gros parce que le choc de plantation devient trop important. Et là, il y a des papiers sur la physiologie de ces arbres-là qui ont sorti, qui ont montré que les arbres les plus gros, à un moment donné, oui, ils sont plus gros, donc ils ont plus de feuillage, ils peuvent pousser plus vite, mais ils subissent des stress hydriques plus importants. Donc ça, c'est un autre exemple des travaux qui ont été menés sur les thèmes dont j'ai parlé tantôt. Et ces travaux-là, avec bien d'autres, ont mené notamment à supporter la mise en œuvre de la stratégie sans herbicides au Québec, qui est en place depuis 2001. Okay? Donc, l'idée, c'est que ici, sur l'axe des Y, vous avez un axe qui représente la fertilité des stations. Donc, plus une station est fertile, donc plus le potentiel de compétition interspécifique est élevé, bien, plus les forestiers sont invités à utiliser des plants de forte dimension parce que nos études ont montré qu'il y avait un meilleur potentiel de croissance. Et plus le moment du premier dégagement devrait arriver tôt dans la vie du peuplement pour libérer les arbres et leur permettre d'accéder notamment à la lumière puis aux éléments nutritifs pour supporter les objectifs sylvicoles. Parallèlement à ça, c'est vraiment presque parallèlement à ça, il y a eu énormément de travaux sur l'amélioration génétique. Et ça, pas juste au Québec, mais à travers le Canada. Puis au Québec, ici, ça remonte à plusieurs décennies. C'est d'ailleurs ce qui a mené à l'établissement de la Direction de la recherche forestière. C'était les premiers travaux de la DRF sur l'amélioration génétique. Donc, les collègues améliorateurs et les généticiens travaillent très fort depuis des décennies sur l'identification de meilleurs croisements qui mènent à des arbres, globalement, qui poussent plus vite aujourd'hui que
les populations naturelles dont ils sont tirés. Puis ça, c'est des principes fondamentaux là, des programmes d'amélioration où, dans une population naturelle, les gens vont chercher des individus qui ont des caractéristiques souhaitées, souvent la croissance, mais ça peut être bien d'autres traits, ça peut être la résistance à des insectes, des maladies, ça peut être la forme, ça peut être la densité, que sais-je. Donc, à l'aide de ces programmes-là, aujourd'hui, à travers le Canada, on a accès, les forestiers ont accès à des stocks de plants, s'ils le veulent, qui ont un potentiel de croissance plus élevé que les populations naturelles. Or, quand moi, j'ai commencé à travailler au Service canadien des forêts, il y a quelques années de ça, j'ai commencé à interagir beaucoup plus avec les gens dans l'est du pays, au Nouveau-Brunswick notamment. Et lorsque je leur parlais des travaux qu'on avait faits ici au Québec sur l'établissement des plantations, ils se sont montrés très intéressés à nos travaux sur les stocks de plants, la dimension des arbres. Et puis là, à force de discuter, on en est venu à se demander s'il n'y aurait pas, dans un contexte de sylviculture intensive telle qu'ils la pratiquent, notamment au Nouveau-Brunswick, un avantage multiplicatif à utiliser non seulement des arbres issus de programmes d'amélioration génétique, mais en utilisant des plants plus gros et que le fait d'utiliser des arbres plus gros au moment de la mise en terre pourrait avoir un effet multiplicatif et faire en sorte que ces arbres ces arbres élites-là, ne pourraient pas exprimer encore davantage leur potentiel de croissance. Donc, c'est la question qu'on s'est posée. Est-ce qu'il y a un effet multiplicatif à produire des plants plus gros pour des arbres issus de programmes d'amélioration génétique? Donc, après toutes ces discussions, après avoir fouillé la littérature, on a émis quelques hypothèses, puis on a fait des prédictions. Puis ça, c'est juste un rappel que Ciné Cadeau commence cette semaine. OK? Moi, c'est à l'agenda. C'est une tradition chez nous. Même si on n'a plus d'enfants à la maison, on écoute Ciné Cadeau. Donc, ça, c'est le devin de Astérix en passant. Donc, la première prédiction qu'on a faite sur la base des travaux qu'on a publiés dans le passé puis de ce qu'on a lu dans la littérature, c'est qu'on pense que l'avantage de croissance qui est associé au niveau d'amélioration plus élevé pourrait être masqué par la compétition, risque d'être masqué par la compétition et risque de s'exprimer davantage lorsque les plants sont dans un environnement complètement exempt de compétition. Puis c'est ce qui est exprimé ici graphiquement, où vous avez le niveau d'amélioration, puis la réponse attendue en fonction de différents niveaux de compétition. La deuxième prédiction qu'on a faite, celle-là n'était pas très difficile, c'est basé carrément sur nos travaux passés, c'est que dans le contexte de la sylviculture intensive qui se pratique au Nouveau-Brunswick, on a émis l'hypothèse que les arbres plus gros au moment de la mise en terre auraient un avantage compétitif par rapport aux arbres plus petits et que cet avantage-là ne s'exprimerait pas seulement dans les parcelles où on contrôle complètement la végétation, ça c'est la ligne rouge, mais encore plus dans les parcelles où ils poussent dans un environnement où la compétition interspécifique est très forte. Et la troisième prédiction qu'on a faite, là, c'est l'interaction entre le type de plant, la taille initiale des plants et le niveau d'amélioration, où on pense que si on utilise des plants plus gros pour produire des arbres qui ont des niveaux d'amélioration plus élevés, leur avantage de croissance par rapport aux autres va augmenter. Donc, c'est l'effet multiplicatif dont je parlais tantôt. Alors, ça c'est représenté ici par les quelques courbes que vous voyez sur ce graphique. Pour répondre à cette question, on a donc mis en place une expérience qui est le Stock Type Vegetation Management and Genetics, acronyme SWAG. Bon, là, quelques précisions. Je sais, c'est un W, ça devrait être un V. C'est parce qu'au début, c'était Weed Management. OK? Weed Management. Weed, ça veut dire mauvaise herbe. Mais moi, j'aime pas ça, le mot weed, pour toutes sortes de raisons. Notamment parce que mauvaise herbe, c'est dans l'œil de la personne qui regarde. Alors, la végétation de compétition qui est là, elle fait sa vie, puis c'est pas nécessairement une mauvaise herbe. Okay? Elle est juste là, puis elle amène des contraintes par rapport à nous, ce qu'on a en tête, mais c'est pas une mauvaise herbe. Donc, Vegetation Management. Deuxièmement, oui, je sais que c'est boboche comme acronyme. Il y a même une certaine personne de ma famille proche que je n'aimerais pas pour protéger son anonymat qui m'a dit que c'était douteux. Mais bon, ça, c'est son opinion. Donc, on a établi 6 sites
dans le nord du Nouveau-Brunswick pour établir cette expérience-là. Puis je vais vous présenter plus en détail à quoi ça ressemble. Donc, nord du Nouveau-Brunswick, 3 sites dans le district de Blackbrook, qui est une forêt privée, si on veut, de Irving. Okay? Probablement l'endroit au Canada où il se pratique la sylviculture la plus intensive que vous pouvez imaginer. Puis 3 sites en forêt publique. Chacun des sites constitue en fait une expérience en soi. Sur chacun des sites, on a établi 12 blocs, 12 réplicas, okay, qui représentent chacun 3 traitements de végétation, de contrôle de végétation que vous voyez ici. Donc, les parcelles bleues, ce sont des témoins. Des parcelles dans lesquelles on a planté des arbres, on les laisse aller, on ne touche pas à la végétation. Parcelles rouges, ce sont des parcelles à l'autre extrême, où on plante des arbres et de manière continue, depuis l'établissement de la plantation en 2022, on contrôle toute la végétation qui pousse afin que les arbres qu'on a mis en terre puissent exprimer leur plein potentiel de croissance avec des contraintes minimales à leur croissance quant à la compétition interspécifique. Puis la parcelle jaune, c'est des parcelles où on a procédé à un dégagement standard de la végétation. Dans ce cas-ci, pendant la seconde saison de croissance, ces parcelles-là ont été dégagées, mais ensuite la végétation revient tranquillement. Donc, ça nous donne un gradient de compétition interspécifique pour tester mes hypothèses. Et dans chacune de ces parcelles-là, on a planté différentes combinaisons de taille initiale d'arbres et de niveau d'amélioration génétique. Okay? Les arbres ont tous été produits, là je parle des arbres, en fait ce sont des épinettes blanches, ont tous été produits en pépinière par notre partenaire Irving, qui ont 2 pépinières. Donc, ils ont produit des arbres de 5 dimensions différentes que vous voyez ici d'exprimer en haut, en centimètres cubes, là, c'est le volume de la carotte. Alors, des arbres produits dans des récipients de 65 cm3, 90, 125, 200. Là, ici, le petit 3, il n'est pas là, mais il est là. Et 336, donc des arbres relativement petits jusqu'à des arbres qui ressemblent aux plants de forte dimension qu'on produit au Québec. Puis ensuite, à droite, ce que vous avez, c'est 5 niveaux d'amélioration. Airbrook, c'est Richard Brook. Ça, c'est verger à graines où c'est considéré comme population naturelle, le niveau de base. Puis ensuite, 4 niveaux d'amélioration. Bon, il y a des codes spécifiques d'associer à chacun de ces numéros-là avec des niveaux d'amélioration bien précis, mais ça, c'est de l'information de Irving que je préfère ne pas partager ici. Donc, l'idée, moi, tout ce que je veux, c'est avoir un gradient dans le niveau d'amélioration depuis population naturelle jusqu'à des arbres un peu améliorés, pas mal améliorés, vraiment améliorés, puis très, très, très améliorés. Donc, c'est juste ça qui m'intéresse pour cette étude-là. Puis après ça, nos partenaires pourront faire ce qu'ils veulent de ces résultats-là. Eux, ils ont tout le pédigré de chacune de ces familles-là. Vous avez en haut le diamètre initial des arbres qu'on a produits. Donc, vous voyez qu'il y a cette gradation dans la taille initiale des arbres, tant dans le diamètre par rapport au stock de plants que dans la hauteur. Alors, on a des arbres qui étaient plus petits jusqu'à des arbres qui étaient relativement gros. Puis, entre les familles, au niveau d'amélioration, c'est relativement similaire. Okay? À part la hauteur, les numéros 3 et 4 avaient tendance à être un petit peu plus haut, mais vous voyez qu'il y a beaucoup de variabilité autour de ces valeurs-là. Donc, c'est ce à quoi on s'attendait. Alors, on a un gradient de taille de plant, puis on a un gradient de niveau d'amélioration. Donc, voici à quoi ressemblaient les plants de chacun des stocks. Ici, vous avez les carottes. Alors ici, attardez-vous à la taille des carottes depuis le 65 cm3 jusqu'au 336. Puis vous voyez que les arbres ont tendance à augmenter, sauf le quatrième, là, le 200 cm3. C'est une très mauvaise photo. Donc, c'est que je me suis rendu compte, j'étais sur le terrain, puis là, ça me prend des photos, des stocks de plants, puis là, j'ai fouillé. Et puis, sous la main, je n'avais pas un beau plan représentatif du 200 cm3. Donc là, il a l'air tout petit, tout chétif, mais je vous ramène à cette diapositive-là. Vous voyez que les 200 cm3 étaient, en fait, pas tellement plus grands que les autres, mais ils n'étaient pas beaucoup plus petits que les autres comme celui-ci. Donc ça, c'est une anecdote qui n'est pas très représentative, mais c'est la seule photographie. Okay? Et ça, c'est les différentes familles. Donc, à droite, vous avez le Richard Brook, qui est comme la population naturelle, puis les différents niveaux d'amélioration, donc des arbres qui se ressemblent vraiment,
quand on les sort des boîtes. Là, une fois qu'ils sont sortis des boîtes, il n'y a plus moyen de savoir lequel est lequel. Alors, à l'automne 2021, printemps 2022, on a planifié notre expérience pour les 6 sites différents. On est allé délimiter des parcelles de taille qui avaient 22 mètres par 22 mètres. Donc, on a tout planifié d'avance pour qu'ensuite, au printemps 2022, quand on a reçu les plans des pépinières, chacun des arbres a été identifié individuellement à partir des boîtes dans lesquelles on les a reçus, puis à partir des récipients. Parce que, comme je le disais, une fois qu'on sort le stock numéro 1 de sa boîte, puis qu'on sort le stock numéro 4 de sa boîte, si on fait ça comme ça, il n'y a plus moyen de savoir lequel est lequel, à part de faire des tests génétiques. Là. Donc, chaque arbre dans sa boîte a été identifié avec des étiquettes de couleur, a été marqué pour qu'on puisse faire le suivi une fois sur le terrain. Ça, c'est rendu sur le terrain. On conservait nos arbres dans une chambre froide et tout ça pour vraiment essayer de minimiser au maximum tous les facteurs externes là, qui pourraient influencer le succès d'établissement des arbres. Donc, printemps 2022, là, on est rendu en mai-juin. On a procédé au reboisement. Ce sont 5400 arbres qu'on a mis en terre répartis sur les 6 sites dans chacune des parcelles dont je vous ai parlé tantôt, donc qui représentent 12 blocs par site, fois 6 sites. Et puis là, chaque arbre, évidemment, a été identifié avec un pigtail puis une étiquette pour faire le suivi. Pour chacune des parcelles, on a généré des cartes comme celle-là, donc avec une distribution aléatoire des 25 combinaisons de 5 grosseurs de plants, puis 5 niveaux d'amélioration. Donc, ça fait 25 combinaisons. Les 25 combinaisons ont été randomisées dans chacune des parcelles. Donc, c'est une étude où, dans une parcelle donnée, j'ai un représentant de l'une de ces 25 combinaisons-là. OK? Et puis, la puissance de l'expérience vient avec la multiplication des blocs sur un site donné, puis ensuite le fait d'avoir 6 sites. Alors, on a reboisé en suivant ces plans-là à la lettre, puis ce que vous voyez autour les points noirs, ça, c'est on est retourné à l'automne, puis on a procédé à un nouveau reboisement où on a fait des nouvelles rangées d'arbres pour vraiment remplir l'espace, pour pas que les arbres qui ont été plantés en bordure aient un effet de bordure différent de ceux qui sont plantés au centre de la parcelle. Et ça, ça a été planté avec des stocks standards. Mais nous, notre parcelle de mesure, c'est les plants du centre. Donc, comme je vous le disais, on a 5400 arbres comme ça qui ont été plantés. Pendant l'été, tout de suite après la plantation, pendant l'été 2022, on a commencé à mettre en œuvre nos traitements de gestion de la végétation. Donc, je vous rappelle, moi, mon but ici, c'est de créer un gradient d'arbres qui vont pousser avec beaucoup de végétation, d'arbres qui vont pousser avec un peu moins de végétation, donc qui va avoir été dégagés, puis d'arbres qui vont pousser sans aucune végétation pour qu'ils puissent exprimer leur plein potentiel. Et ça, ça a commencé dès la première saison. Vous voyez à gauche ici, le piquet rouge, ça, c'est des parcelles qui, déjà pendant la première saison, on a arrosé avec des herbicides chimiques. Le but ici, ce n'est pas de tester les herbicides, ça marche-tu pas, c'est pas ça. Là. Le but, c'est de trouver le meilleur moyen pour éliminer la végétation de compétition. Donc, on a arrosé avec du glyphosate. Avant d'arroser, dans certains cas, on s'est promené, on a coupé la végétation qui poussait. On est retourné plus tard dans la saison avec des débroussailleuses, avec des sécateurs. Et le but, c'est vraiment de conserver des conditions exemptes de toute compétition dans ces parcelles rouges. À droite, ça, c'est une parcelle pendant la première saison de croissance 2022, une parcelle, vous voyez, jaune, ça veut dire que c'est qui était prévu pour être dégagée, mais seulement pendant la seconde saison. Donc, pendant la première saison, elle ressemblait à ça. Puis les parcelles témoins, évidemment, qu'on ne touche pas, ressemblaient aussi à ça. Si on regarde du haut des airs, un site en particulier, sur les 6, ça, c'est un des sites dans le district de Blackbrook, vous avez les 12 répétitions, donc les 12 blocs. Et dans chacun des blocs, vous avez les 3 parcelles de végétation. Okay? Vous pouvez facilement voir que les parcelles rouges
elles sont à peu près dénudées de toute végétation. Donc, tout ce qu'il y a dans les parcelles rouges, ou à peu près, ce sont les arbres qu'on a plantés. Mais même là, vous constatez que certaines parcelles rouges, il y a un petit peu de vert là, qui va au-delà des arbres qu'on a plantés. Ça, c'est pour montrer à quel point éliminer la végétation, c'est un travail presque à temps plein. OK? Alors, j'ai des équipes qui étaient là en 2022, 2023, 2024, 2025. Puis la tâche principale, c'est de garder ces parcelles-là libres de toute végétation. Notre objectif, quand on le fait, d'abord, c'est quand on y retourne, puis on voit qu'il y a de la végétation qui pousse, bien, d'abord, on se concentre autour des arbres. Alors, s'il y a du foin qui pousse ou des fougères, on libère les arbres, puis une fois que les arbres sont bien libérés, bien, après ça, on libère le reste. Donc, on enlève le reste de la végétation. Donc, un des sites ressemble à ça. Les carreaux en haut ont l'air plus petits, là, c'est parce qu'il y a une pente qui descend. Donc, c'est juste un effet de perspective. Voici un autre site, celui-là en forêt publique, dans le coin de Kedgewick. C'est le même principe. Vous avez ici 12 blocs, donc 12 réplicas. Chaque réplica, c'est 3 parcelles de végétation. Et puis là, encore une fois, vous distinguez bien là, les parcelles rouges où on a contrôlé la végétation. Ça, c'est une photo prise avec un drone tard au mois d'octobre cette année. Donc, c'est pour ça que le feuillage est orange comme ça. Mais vous voyez vraiment la distinction entre les traitements. On ne voit pas tant la distinction entre les parcelles bleues, qui sont les témoins, où on ne touche à rien, puis les parcelles jaunes. Ça, c'est ce qui ont été dégagés après la deuxième année. Ça, c'est parce que dans les parcelles jaunes qui ont été dégagées en 2023, bien, il y a déjà de la végétation qui revient. Alors, vu du haut des airs comme ça, c'est vert ou orange dans ce cas-là, on ne voit pas tant la différence. Mais là, en 2025, on est allé faire des inventaires de végétation dans chacune de ces parcelles-là pour vraiment confirmer qu'est-ce qu'on y trouve. Évidemment, on a juste inventorié les parcelles sans contrôle de la végétation. Donc ici, c'est celle de gauche ici. Et avec contrôle de la végétation. Là, je m'excuse, les couleurs sont inversées. J'aurais dû mettre bleu et jaune et non pas orange et bleu. Donc, pour vous montrer là, que c'est un work in progress. Évidemment, on n'a pas inventorié les parcelles rouges. Il n'y a pas de végétation dans les parcelles rouges, OK, à la base. Mais dans les deux autres parcelles, ce qu'on voit, si vous regardez les arbres, ici, c'est par exemple, bouleau blanc, érable rouge, cerisier de Pennsylvanie, sorbier du Canada. OK? Vous voyez qu'il y a une différence de hauteur. Ça, c'est la hauteur des arbres qu'on a mesuré, la hauteur modale des arbres qu'on a mesuré dans les différentes parcelles. Vous voyez que dans les parcelles qui ont été dégagées au moins une fois en 2023, les arbres sont plus petits. C'est normal parce qu'ils ont déjà été coupés. Puis là, ce qu'on a, c'est des rejets de souches ou des drageons qui reviennent. Le reste de la végétation, tall shrubs, ça, c'est par exemple framboisier, cornouiller, donc d'autres végétations arbustives un peu plus basses. Puis ensuite, bien, on a aussi inventorié les plantes qui, elles, n'ont pas vraiment réagi au traitement, puis c'est normal. Puis là, dans les fougères, les ptéridophytes, bien, vous voyez qu'il y a une tendance que dans les parcelles témoins, on a plus de variabilité, alors que dans les autres parcelles, on voit qu'elles ont déjà été coupées au moins une fois, puis que là, bien, ça revient dans un couvert un peu plus uniforme. Donc ça confirme que nos traitements, on a eu un impact sur la végétation. Cet été, on a aussi mesuré la lumière qui parvient aux arbres qu'on a plantés avec des radiomètres portatifs. Donc, ce que vous avez ici, à gauche, c'est les parcelles témoins, et à droite, les parcelles où on a fait le contrôle de la végétation en 2023. Les parcelles rouges, elles ne sont pas représentées, parce que si vous avez bien suivi, dans les parcelles rouges, la lumière qui parvient au plan, elle est de 100%, bravo! Il y en a qui n'ont pas répondu de ce côté-là, j'étais un peu surpris. 100%, effectivement. Mais dans les parcelles, donc, où on a fait un contrôle de la végétation, on voit que la lumière, elle varie autour de 60-65%, là, ça c'est la moyenne. Puis dans les parcelles témoins, elle est généralement autour de 50%. OK? Donc, ça veut dire que notre traitement de dégagement rendu en 2025, alors qu'on le fait en 2023, ils ont encore un effet sur la quantité de lumière que les plants reçoivent, mais vous voyez que la végétation, elle revient. Donc, ces arbres-là, ils sont maintenant rendus à 60 quelques %, alors qu'en 2023, quand on les a dégagés, là, il y avait 100%, mais ça revient rapidement. Alors, si on ne faisait rien dans nos parcelles rouges, ça ressemblerait à ça.
Il y a aussi un effet du type de plant, parce que les arbres, quand on les a plantés, il y avait différentes grosseurs. Donc, quand on mesure la lumière qui leur parvient, la méthode qu'on utilise, elle tient compte de la hauteur des arbres. C'est l'approche de Jobidon 92, 94. Donc, on tient compte de la hauteur de l'arbre. Vous voyez que plus les arbres sont produits dans des récipients de forte dimension, bien, plus ils ont tendance à recevoir de la lumière. Sauf le vert ici, qui est le 125 millilitres. Et ça, c'est un type de plant, puis on va y revenir tantôt, pour lequel on a eu des problèmes au niveau de la production. Puis je vous en reparle dans un instant, mais ça apparaît déjà ici dans la quantité de lumière qu'ils reçoivent. Au niveau des familles, il n'y a pas tant de différence. Donc, les arbres de différents niveaux d'amélioration ont poussé, on va le voir, à des vitesses qui ne sont pas nécessairement les mêmes, mais pas assez pour faire une différence sur la quantité de lumière qu'ils reçoivent. À l'automne, en fait, à la fin de l'été, on a procédé à un inventaire de l'ensemble de ces arbres-là qui ont été plantés. Puis ici, je vous présente la survie. Okay? La survie que je combine avec l'état. Donc, ici, il y a 3 catégories. Soit des arbres bleus, c'est les arbres qui sont vivants puis en pleine santé. Les arbres jaunes sont vivants, mais ils ont un défaut quelconque. Soit qu'ils ont été broutés, soit qu'ils ont perdu un petit peu d'aiguille, qu'ils sont cassés. Donc ça, c'est mes arbres en vie, mais qui ont un certain défaut. Puis en gris, c'est les arbres morts. Okay? D'abord, si on se concentre sur les 3 graphiques du haut, ça, c'est l'effet du type de plant dans les différents traitements de végétation. Okay? À gauche, vous avez No Vegetation Control. Ça veut dire que c'est les parcelles témoins, donc des arbres qui poussent avec toute la végétation qui s'installe là, depuis qu'ils ont été plantés, depuis 2022. Au centre, c'est les arbres qui ont été dégagés en 2023. Puis à droite, ce sont les arbres qu'on a maintenus sans aucune végétation pendant les 4 saisons de croissance qu'a duré l'expérience jusqu'à présent. Ce que vous constatez, c'est que grosso modo, il n'y a pas grande différence entre les grandes catégories de végétation. Alors, la moyenne de la survie, à part le 125 millilitres ici, la moyenne de la survie est autour de 80 quelques %. Okay? Ce qui est un petit peu plus bas que ce à quoi je m'attendais, mais qui est quand même un bon résultat. Et ça, ça ne varie pas vraiment en fonction des traitements de gestion de la végétation. C'est vrai également quand on regarde l'effet du niveau d'amélioration. Vous avez Richard Brook, après ça, les numéros 1 à 4 pour les 3 niveaux de gestion de la végétation. Encore une fois, il n'y a pas de tendance claire que les arbres qui sont plantés dans les parcelles témoins ont subi davantage de mortalité que les arbres plantés dans les parcelles où on a tout contrôlé. Ça, ce n'est pas surprenant du tout. La survie des arbres, quand on les plante, la survie des arbres, elle dépend très peu de la compétition. Donc, les arbres, là, leur première priorité, une fois qu'on les met en terre, c'est d'acquérir les ressources dont ils ont besoin pour survivre. Après ça, s'il en reste, c'est d'utiliser ces ressources-là pour faire de la croissance en hauteur. Puis après ça, s'il en reste, c'est d'utiliser ces ressources-là pour faire de la croissance en diamètre. Alors, le fait qu'il y ait plus ou moins de compétition intraspécifique, ça impacte très peu la survie pendant les 3, 4, 5 premières années suivant la mise en terre. Puis ici, on a une démonstration. Maintenant, en haut, le 125 millilitres. Vous regardez les taux de mortalité, là, ils avoisinent facilement 40 %. En fait, quand on a reçu ces plans-là, et les gens en pépinière nous l'avaient dit, ils ont eu des problèmes à les produire pour des raisons dont je ne me rappelle pas, mais bref, les carottes, on les prenait, puis les carottes se défaisaient. Donc, c'était pas des belles carottes fermes. Les carottes se défaisaient, les racines se brisaient facilement. On les a plantées quand même, mais ça fait en sorte que les taux de mortalité sont beaucoup plus élevés. Maintenant, 4 saisons de croissance après la mise en terre. Maintenant, si on regarde la taille que ces arbres-là ont atteint, vous avez en haut le diamètre au niveau du sol, d'abord en fonction des types de plants, puis à droite, c'est en fonction du niveau d'amélioration, puis en bas, vous avez la hauteur des arbres. Donc, si on commence par exemple, le premier graphique, en haut à gauche, vous avez les 3 traitements de gestion de la végétation. Encore une fois, les parcelles témoins, No Vegetation Control. Au centre, c'est les parcelles qu'on a dégagées de manière opérationnelle après 2 ans. Puis à droite, c'est les parcelles où on a fait un dégagement complet de la végétation. Donc, ce que vous voyez en haut à gauche, c'est une tendance où les arbres produits dans les récipients les plus petits, donc les 65 millilitres,
sont plus petits après 4 saisons de croissance que les arbres produits dans les récipients de plus grosses dimensions. Vous avez une tendance vers la hausse, mais toujours avec, si vous regardez le point vert, là, ça, c'est les 125 millilitres, les fameux arbres dont les carottes se défaisaient. Ils n'ont pas très bien survécu, puis ils n'ont pas très bien poussé. Alors ça vient faire vraiment une coche dans chacun de ces graphiques-là qui est expliqué par la mauvaise qualité du stock de plants, finalement. Mais on a quand même un effet du type de plant sur le diamètre atteint après 4 saisons de croissance. À droite, ben là, c'est l'effet du niveau d'amélioration sur le diamètre des arbres après 4 saisons de croissance. Et dans ce cas-là, c'est assez similaire. Hein? Peu importe le niveau d'amélioration, les arbres, y compris les arbres issus des populations naturelles, atteignent à peu près tous le même diamètre, mais on a quand même un effet de la végétation de compétition. Donc, on voit que les arbres qui poussent dans les parcelles témoins ont des diamètres plus petits que les arbres qui poussent dans les parcelles où on a complètement contrôlé la végétation. Puis dans le bas, ben, c'est le même genre de réponse, mais pour la hauteur. Okay? Pour l'effet du type de plant, on a exactement le même patron que pour le diamètre. Et pour l'effet du niveau d'amélioration, ben là, il commence à avoir une petite tendance où les arbres des niveaux d'amélioration les plus élevés atteignent des hauteurs plus grandes, ou en tout cas qui ont tendance à être plus grandes que les arbres des populations naturelles. Puis, ce n'est pas surprenant parce que c'est un peu un des critères qui fait en sorte que ces arbres-là sont sélectionnés au fil des décennies. C'est la croissance, beaucoup la croissance en hauteur. Donc, je pense que c'est ce qu'on commence à voir s'exprimer ici, notamment dans les parcelles où on fait un contrôle complet de la végétation. Maintenant, si on essaie de comparer ces résultats avec les prédictions que j'avais faites au début, d'abord, l'effet de la végétation en interaction avec le niveau d'amélioration. Ce que je m'attendrais à voir dans le graphique de droite, où ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la différence entre les valeurs obtenues dans les meilleures conditions, qui étaient le Complete Vegetation Control, donc mes parcelles rouges, moins les moyennes obtenues dans les parcelles étant les pires, les parcelles témoins. Donc, c'est la différence finalement entre la ligne bleue et la ligne rouge sur le graphique en haut à gauche. Moi, je m'attendais à voir une augmentation dans le graphique de droite à partir de ma population naturelle avec les niveaux d'amélioration. Donc, plus je contrôle, plus la différence entre la végétation dans les parcelles rouges et dans les parcelles bleues est importante, plus il devrait exprimer une plus grande croissance que les semis du niveau de base. On a une petite tendance, mais qui n'est pas évidente. Donc, on voit que Richard Brook, là, le premier à gauche, a l'air d'être plus bas que le dernier. Puis là, j'ai fait des comparaisons de moyenne. Tout ça, effectivement, le premier est plus bas que tous les autres. Mais je m'attendais à avoir vraiment une gradation, ce qui n'est pas nécessairement évident ici. Dans le deuxième cas, c'est le même pattern auquel je m'attendais. Donc, voir des valeurs qui augmentent dans ce graphique-là en fonction de ma prédiction ou au fur et à mesure que j'avance dans la taille des plants, la différence entre les parcelles avec végétation et sans végétation devrait aller en augmentant au fur et à mesure que j'utilise un plan de plus en plus gros. Il y a aussi une petite tendance, mais qui n'est pas évidente. Et encore une fois, là, il y a mon plan de 125 cm3 qui vient peut-être un peu gâcher le portrait. Si on compare le plus petit avec le plus gros, là, on a quand même une indication qu'il y a un effet, mais l'effet n'est pas aussi linéaire et clair que je l'avais imaginé. Et finalement, le dernier, ben ça, c'est le pire. Ça, c'est l'interaction que j'avais anticipée entre la taille initiale des plants puis le niveau d'amélioration. Je m'attendais encore une fois, ici, je fais la différence entre les plants les plus améliorés et les arbres issus des populations naturelles. Je m'attendais à avoir un effet, une différence qui augmente en fonction de la taille des arbres, donc que les arbres les plus gros permettent aux plants améliorés d'exprimer encore plus leur potentiel de croissance. Mais ce n'est absolument pas ce que j'observe. Il y a visiblement une interaction, mais c'est un pattern que j'ai de la difficulté à comprendre. Donc, une interaction complexe là, sur laquelle je vais devoir travailler. Encore une fois, le plan de 125 cm3, il vient peut-être...
Encore là, non, parce que les deux premiers sont clairement plus hauts que les derniers. Alors, même en enlevant celui du centre, c'est un pattern qui reste difficile à comprendre. Mais il y a quand même une interaction, clairement. Ça ici, c'est le même genre de réponse, mais pour la hauteur. Là, je vous parlais du diamètre, mais maintenant, je regarde l'effet des mêmes traitements sur la hauteur. Ce qui est le plus évident ici, c'est probablement en haut, l'interaction entre le niveau d'amélioration et la gestion de la végétation de compétition. Là, on a vraiment tendance à avoir quelque chose qui s'en va vers le haut, c'est-à-dire que la différence entre les arbres qui sont très améliorés et les arbres qui sont peu améliorés va en augmentant au fur et à mesure que... non, c'est plutôt l'inverse. La différence entre les parcelles avec compétition et sans compétition va en augmentant au fur et à mesure qu'on utilise des plants qui sont de plus en plus améliorés. Puis ça viendrait supporter, ça va dans le même sens que ma prédiction. Pour les autres réponses, là, c'est beaucoup plus difficile à interpréter. La hauteur, comme je le disais tantôt, ce n'est pas une variable qui répond très bien à la compétition. Les arbres vont pousser quand même en hauteur, même s'ils sont en présence de forte compétition pendant quelques années. Éventuellement, ça les rattrape, mais d'abord, ça n'a pas beaucoup d'effet. Alors, c'est peut-être que ça explique le genre de pattern que j'observe ici, qui est plus difficile à exprimer. Donc, si j'essaie de faire la synthèse de ces quelques résultats-là par rapport aux prédictions que j'avais faites, je dirais que le niveau d'amélioration, il semble commencer à s'exprimer après 4 saisons de croissance. Donc, quand on regardait la hauteur, j'avais une tendance à avoir des arbres de mes niveaux 1, 2, 3 qui sont plus grands, et 4, plus grands que les arbres issus de la population naturelle. Mais que ça semble dépendre du niveau de compétition. Donc, cette différence-là disparaît quand les arbres poussent en pleine compétition. Ces différences-là ne s'expriment pas. Puis on dirait qu'elles veulent s'exprimer quand on contrôle complètement la compétition. On a vu que les plants de forte dimension, ils conservent un avantage de croissance. Donc, dans toutes mes variables, les arbres plus gros au départ sont encore plus gros à la fin et même cette différence-là s'accentue autant en hauteur qu'en diamètre. Puis finalement, il y a, après 4 saisons, une interaction entre la taille des plants et le niveau d'amélioration, mais cette interaction-là, elle est complexe. Pour l'instant, je ne suis pas capable d'en faire de sens. Elle semble partir dans tous les sens. Voilà qui complète ce projet-là. Je pensais peut-être vous parler, vous dire quelques mots sur comment ça s'intègre dans un travail plus large sur la gestion de la végétation. Donc ça se passait au Nouveau-Brunswick. On travaille aussi des projets en Ontario. Donc, avec des partenaires industriels, le gouvernement provincial, mais aussi les Premières Nations en Ontario, pour essayer de développer des outils d'aide à la décision quand vient le temps de faire des interventions de gestion de la végétation. On a notamment développé ce qu'on a appelé un cadre écologique de référence propre qu'on a essayé de dessiner pour supporter spécifiquement la prise de décision en gestion de la végétation. Donc, ça ressemble à ça. Ça, c'est une représentation de différents regroupements de végétation de sous-bois qu'on peut retrouver dans les forêts du nord-est de l'Ontario. C'est inspiré des cadres écologiques du Québec, mélangé avec ceux de l'Ontario. Puis on en est arrivé à des regroupements qu'on pense qui font du sens quand les forestiers, les sylviculteurs doivent prendre des décisions. Est-ce que je fais un dégagement ou non, dépendamment des caractéristiques des stations. Et là, on est en train d'essayer de tester ce cadre écologique-là avec des parcelles qu'on a établies sur le terrain, qu'on remesure d'année en année pour voir si ça tient la route puis ça aide vraiment à prendre des décisions. En parallèle de ça, on a fait un compendium numérique de toutes les études qu'on a pu trouver qui étaient pertinentes à notre région d'intérêt, qui est le nord-est de l'Ontario. Toutes les études en sylviculture ou en gestion de la végétation qui avaient un lien avec des traitements soit de coupe, préparation de terrain, traitement de gestion de la végétation, etc., choix de type de plan, pour avoir un portrait global de quelles sont les études qui se sont faites, puis qu'est-ce qu'on sait déjà. Donc ça, c'est disponible. On a publié ça l'année passée. C'est disponible en ligne gratuitement, le compendium, on peut le télécharger, c'est une base de données avec laquelle les gens peuvent travailler. Puis là, on a un étudiant à la maîtrise ici avec Olivier, un étudiant qui s'appelle Joel Romson, qui est en train
faire une méta-analyse de cette base de données-là pour voir est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort de toutes ces études-là lorsqu'on les combine avec le cadre écologique de référence que je vous présentais ici. Donc, chacune de ces études-là qui est identifiée dans ce graphique, on l'a qualifiée en fonction de notre cadre écologique, puis là, on essaie de voir est-ce que le cadre écologique permet de prédire la réponse des traitements sylvicoles. Et en parallèle de ça, on fait aussi des travaux avec les Premières Nations, toujours en Ontario, où on fait de la recherche collaborative. Donc, ça, c'est un exemple où on a conçu, avec 3 Premières Nations, on a conçu une expérience sylvicole pour répondre à des questions qu'ils se posaient. C'est les communautés qui ont établi les traitements, qui sont allés mesurer les arbres, identifier les arbres, mesurer les arbres, faire les traitements de dégagement mécanique. Dans ce cas-là, ils s'intéressaient à savoir est-ce que ça fonctionne, ça, le dégagement mécanique, dans nos conditions à nous, comme les gens le font au Québec, alors qu'ici en Ontario, on utilise presque exclusivement des herbicides. Donc, ils voulaient le tester, on les a aidés à mettre en place l'expérience, sont allés mesurer les arbres. Puis là, ici, vous avez, par exemple, le diamètre des épinettes en fonction d'un traitement de dégagement mécanique. Les analyses statistiques, je les ai faites, mais avec eux, donc en leur montrant comment est-ce qu'on travaille dans R pour tenir compte de ceci, cela. Et puis ça, c'est des trucs qu'on est en train de travailler ensemble pour éventuellement même publier ces résultats-là, même si ce n'est pas de la rocket science, c'est quelque chose qui est très important pour eux, mais aussi pour nous, parce qu'on apprend autant qu'eux, ils peuvent apprendre dans ce processus-là. Et finalement, un autre exemple, toujours en Ontario, c'est que là, toujours en réponse à des questions puis à des idées qui nous viennent de nos partenaires autochtones, on a voulu vérifier si l'utilisation de plants qui sont inoculés en pépinière avant d'être plantés permettrait de diminuer les besoins en dégagement de plantation. Donc, l'hypothèse, dans ce cas-ci, c'est que si les arbres sont inoculés dès la pépinière, quand on les met à terre, en forêt, ils sont déjà prêts à aller chercher les éléments nutritifs, l'eau dont ils ont besoin. Ça se tient, sauf que quand on plante un arbre, il est rapidement colonisé par des mycorhizes, le plus souvent bénéfiques. Donc, il va rapidement aller chercher ce réseau-là qui lui permet d'acquérir les éléments nutritifs dont il a besoin. Alors, nous, notre hypothèse, c'était que peut-être un effet, mais probablement seulement sur des sites très marginaux, donc des sites plus secs où il n'y a pas de matière organique, ou peut-être des sites qui ont été vraiment très brûlés, où il ne reste plus d'inoculum, pratiquement pour les arbres. Alors, on a voulu vérifier ça. On est allé revisiter des vieilles expériences d'une vingtaine d'années où on a réussi à retrouver des pins gris, des épinettes noires qui avaient été plantées dans des parcelles qui étaient des arbres qui étaient soit inoculés ou non inoculés au moment du reboisement. Puis là, on observe des choses quand même intéressantes. Puis ça, ici, c'est un extrait là, des résultats qu'on a soumis récemment où, en bas, je m'excuse, c'est en anglais, mais QMD, c'est le diamètre moyen quadratique. Il n'y a pas d'effet du traitement. La hauteur, il n'y a pas d'effet du traitement. Mais quand on regarde la densité de la régénération dans les parcelles, là, on a un effet significatif du traitement d'inoculation, autant pour l'épinette noire que pour le pin gris. Quand on regarde la surface terrière, dans les parcelles, il y a un effet significatif du traitement d'inoculation pour le pin gris, mais pas pour l'épinette noire. Puis le volume total dans les parcelles, on a aussi un effet de l'inoculation. Puis ces deux dernières variables-là ne concernent pas seulement les arbres plantés, mais toute la végétation de la parcelle semble produire davantage de surface terrière et davantage de volume dans les parcelles où il y a eu des arbres inoculés que dans les parcelles où il y a eu des arbres non inoculés. Donc ça, c'est actuellement en révision. Je termine en remerciant une très, très longue liste de personnes et d'organismes. Ici, c'est les personnes concernées par l'expérience dont j'ai parlé qui se déroule au Nouveau-Brunswick. Alors, plusieurs personnes, soit du ministère, département des ressources naturelles au Nouveau-Brunswick, des gens de J.D. Irving, qui est un de nos collaborateurs là-bas, plusieurs personnes d'ici et d'ailleurs qui m'ont aidé à concevoir l'expérience, à faire la randomisation de tout ça, des gens qui m'ont aidé sur le terrain, qui m'ont aidé à superviser les équipes nombreuses d'étudiants gradués, pas d'étudiants gradués, mais d'étudiants d'été que ça prend pour entretenir ces parcelles-là et remesurer ces arbres-là année après année. Donc, à ma question, est-ce que petits deviendront grands?
Si je me fie à mon expérience bien personnelle, puis pour encore utiliser l'image d'une personne que je ne nommerai pas pour garder l'anonymat, je pense qu'il y a des chances que mes petits arbres deviennent grands un de ces jours. Mais plus sérieusement, les grands messages que je retire jusqu'à présent, puis comme je le disais, c'est un travail qui est en route, j'ai l'impression que la maîtrise de la végétation demeure essentielle pour maximiser la croissance, surtout pour les génotypes améliorés. Donc, en présence de compétition, ils semblent perdre leurs avantages. L'utilisation de plants de forte dimension offre un avantage et on semble démontrer, même dans un scénario où on fait de la sylviculture très intensive. Puis ensuite, l'interaction entre les tailles des plants et le niveau d'amélioration, elle demeure à élucider. Pour l'instant, je n'ai pas de patron clair. Donc, voilà, merci. S'il reste du temps pour les questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci. 2 à 2, oui. Merci, Nelson, pour ta présentation. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Oui. Oui, merci, Nelson. Là, il y a des patrons que tu n'as peut-être pas pu voir parce que tu avais juste le diamètre et la hauteur. Est-ce que, là, c'est un rêve là, en couleur peut-être, mais si tu avais pu prendre de la biomasse aérienne, penses-tu que tu aurais pu déjà détecter avec ce que tu as observé sur le terrain? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. J'ai l'impression que dans la biomasse, on pourrait aller détecter des choses un peu plus subtiles parce qu'il y a probablement des différences dans les, et ça, je me base sur les autres travaux qu'on a fait, dans les types de plants. On dirait que les arbres plus gros par rapport aux arbres plus petits vont produire davantage de branches, davantage de feuillage, alors que les plus petits vont plutôt pousser plus en longueur et faire moins de branches latérales. Ça, j'ai observé ça dans d'autres travaux antérieurs. Alors oui, possiblement. Ici, la limite que j'ai, et j'aurais tellement aimé ça, pouvoir reboiser à double densité pour après, par exemple, 3 ans ou 4 ans ou 5 ans, aller couper des arbres et dire là, on fait de la biomasse. Là, pour l'instant, j'ai un représentant de chacune des 25 combinaisons dans chacune de mes parcelles de végétation. Donc, éventuellement, on pourra le faire. On a prévu un suivi ici pour 10 ans. OK? Est-ce qu'on va le faire 10 ans? Je ne le sais pas. Mais certainement, à la fin de l'expérience, là, on pourra aller chercher des échantillons dans plusieurs parcelles pour essayer de couvrir tout le gradient de combinaison, puis valider ce genre d'hypothèse-là. Ensuite, on pourrait aller en déterrer, parce que ça, c'est quelque chose qu'on a fait dans d'autres travaux, entre autres dans le Bas-Saint-Laurent. On a déterré des arbres, on a regardé le système racinaire, puis il y a des différences dans le développement du système racinaire en fonction du type de plant et peut-être en fonction du niveau d'amélioration. Donc, ça serait l'occasion de le faire. Mais à court terme, je peux difficilement le faire parce que si je le fais, là, j'élimine des arbres que je ne pourrais plus mesurer. Oui, c'est une bonne question. En attendant, d'autres questions, non? Est-ce que vous... Oui, il y en a une là-bas. On n'a pas dit le temps, là. Merci, Nelson. Moi, je suis une grande fan de tes travaux. Je ne connais pas bien la sylviculture du Nouveau-Brunswick, mais j'avais dans l'idée que l'usage d'herbicides était mur à mur. Mais là, ce n'est pas vraiment ça que tu nous présentais. Puis est-ce que, dans le fond, là, ça m'amenait à me positionner, est-ce que c'est parce qu'ils veulent revenir à moins d'usage d'herbicides ou est-ce que c'est qu'il y a un gradient que je ne connaissais pas? Ou... OK. C'est une excellente question. Ça, c'est peut-être une phrase un peu forte, l'utilisation d'herbicides mur à mur. Ce n'est pas le cas. OK? Il y a certains endroits, effectivement, comme Blackbrook. Ça, c'est de la sylviculture très intensive avec des scénarios sylvicoles vraiment qui sont faits pour optimiser la croissance dans les plantations d'épinettes blanches. Il va y avoir, après la coupe, préparation de terrain mécanique, souvent une préparation de terrain chimique pour venir contrôler la végétation avant même qu'elle apparaisse. Puis après 2 saisons ou 3 saisons de croissance, un arrosage aérien, effectivement. Mais il y a d'autres secteurs où il y a d'autres endroits où c'est une sylviculture beaucoup plus soft, si on peut l'appeler comme ça, ou plus extensive. Donc, oui, il y a du dégagement mécanique qui se fait. Oui, il peut y avoir de l'arrosage d'herbicides, mais sans la préparation chimique de terrain. Donc, il y a tout un gradient en réponse à la première partie de ta question. Deuxième partie de ta question, est-ce qu'ils veulent diminuer?
évidemment, il y a de la pression qui vient de partout pour diminuer l'usage des herbicides. Puis je pense qu'il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'on voit une nouvelle manchette à propos du glyphosate, à propos des effets sur la santé, peu importe. Donc oui, il y a des pressions, particulièrement dans le nord du Nouveau-Brunswick. C'est une région où les gens sont particulièrement opposés à leur utilisation. Il y a des groupes bien organisés. Alors, je pense que, et là, je ne veux pas parler pour mon partenaire, mais je pense qu'il y a une volonté de développer un coffre à outils le plus large possible, peut-être pour ajuster des pratiques en fonction des circonstances, donc des zones particulièrement sensibles où là, il pourrait y avoir on dit pas alternatives, des méthodes de rechange aux herbicides pour répondre à des enjeux particuliers. Donc ça fait partie des discours que j'entends effectivement. Mais ici, je tiens à le rappeler, ce n'était pas une étude pour tester des outils, des méthodes de rechange, c'est vraiment pour essayer de comprendre est-ce qu'il y a des interactions, puis ensuite, s'il y a ces interactions-là, ben là, peut-être qu'il y aura moyen d'optimiser certains scénarios par rapport à d'autres. Mais ce n'est pas l'objectif premier. Oui, c'est un gros enjeu, le contrôle de la végétation. Puis c'est Oui. des arguments pourquoi on produit des PFD au Québec. Là, mais là, ça m'étonnait. Et après, je te passe le micro. Je m'excuse. Oui. C'est qu'au Québec, là, on se casse la tête à faire une panoplie de produits. On a genre, je ne sais pas comment, diversité de formats, essences. Puis, c'est pas la stratégie du Nouveau-Brunswick du tout. Là. Irving, je les connais bien. Puis, un seul format pour toute essence. Fait que là, ça m'étonnait qu'ils aient embarqué dans différents formats. Parce que ça devait les sécuriser de voir que le 90cc a performé quand même. C'est pas mal. Est-ce que tu sentais qu'eux, il y avait une ouverture à s'ouvrir à d'autres formats ou c'était juste comme on t'accompagne, mais. Ben, pour l'instant, et là, je tiens à préciser que cette expérience-là a vraiment été conçue en plein partenariat avec Irving, mais avec la province. Et c'est en discutant tout le monde ensemble de dire hey, ça serait intéressant de tester un gradient de taille de plant pour voir est-ce qu'il y a un avantage à utiliser l'un par rapport à l'autre dans nos conditions. Et puis là, ils ont fait des revues, ont regardé, bon, qu'est-ce qui se produit au Québec, qu'est-ce qui se produit ailleurs. On est arrivé avec des grands tableaux de voici toutes les tailles de plants potentielles qui sont produites dans le nord-est des États-Unis, du Canada, etc. Et puis, il était très enthousiaste à tester ça. Maintenant, est-ce que c'est parce que c'est une volonté d'éventuellement de diversifier le panier de produits? Ça, je ne sais pas, il faudrait leur poser la question. Mais dans mes discussions que j'ai avec eux, ils demeurent très enthousiastes à voir qu'est-ce que ça donne. Ouais. Une question ici? Deux questions rapides. La première, c'est une curiosité. Quelle est la composition de votre expérience d'avant, Nelson? La composition de substrat. Le substrat. Ah, le substrat, le sol. Ensuite, le sol, oui, qui a été utilisé pour les plants. Juste pour comprendre si c'est semblable aux caractéristiques du sol. Puis ensuite, dans une perspective plus opérationnelle, est-ce que cette taille est différente, la taille plus grande, peut compenser le coût qui augmente avec elle? OK, c'est deux très bonnes questions. La première question, je vais être sûr de bien comprendre. Tu parles du substrat de production, le substrat d'enracinement des arbres produits en pépinière. Je ne suis pas capable de répondre à ta question. Malheureusement, c'est leur substrat standard, qui doit être un mélange de tourbe, vermiculite, etc. Puis là, ici, Julie pourrait répondre bien mieux que moi. OK, 100% tourbe. Mais je peux te garantir qu'il est optimisé pour leur type de plant qu'ils sont habitués de produire. Maintenant, est-ce que c'est le meilleur substrat pour produire toute la variété, la gamme de plants qu'on a produits? J'ai envie de dire qu'avec la mauvaise surprise qu'on a eue pour les 125 millilitres, peut-être pas. Et là, je ne sais pas qu'est-ce qui a causé nos problèmes avec les 125, mais les carottes se défaisaient carrément. Donc, peut-être que le substrat aurait pu être optimisé pour ça. Ensuite, en réponse à ta deuxième question, est-ce que la croissance accélérée des plants plus gros compense pour le coût? Ça non plus, je ne suis pas capable de répondre à ta question. Je me suis volontairement jamais penché sur cette question-là. Et ça, je t'inviterai à contacter nos collègues au ministère des Forêts du Québec qui vont probablement pouvoir te répondre. Est-ce que ça vaut la peine de produire des plants plus gros avec ce que ça coûte de plus? On a déjà fait des tableaux là-dessus. Puis mettre ça en parallèle avec les gains de croissance potentiels, avec la réduction du nombre de dégagements. Moi, je ne suis pas capable d'y répondre, mais je suis persuadé qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à ça.
Une dernière question. Oui, alors c'est Daniel Gouge du Cerfo. Y a-t-il une période plus critique de manière générale pour appliquer un dégagement? Ici, on parle de la deuxième saison de croissance, mais nous savons que parfois, dans certaines couples, le dégagement se fait plus tard pour des raisons diverses. Dégager à la deuxième saison versus la troisième saison de croissance aurait-il un impact important sur la survie et la croissance des plants? C'est une très bonne question de M. Daniel Gouge. Je vous ramène à ce graphique-là dans lequel on a essayé de capturer justement cette subtilité du timing du dégagement. La réponse à cette question-là, c'est que le meilleur moment pour dégager dépend de la quantité dans les circonstances où la compétition est principalement causée par la lumière. Le meilleur moment pour dégager dépend du moment où les plants atteignent un seuil de lumière en deçà duquel on a une croissance qui est suboptimale. Et ce seuil-là varie d'une naissance à l'autre. Jobidon a démontré que pour l'épinette noire, c'est 60% de pleine lumière solaire. Donc, les arbres on peut tolérer jusqu'à 60% d'interception si on veut. Non, 40% d'interception. Tant qu'ils reçoivent 60% de pleine lumière solaire, ça ne vaut pas la peine de dégager. Mais dès qu'on dépasse ce seuil, là, on descend rapidement. Ce seuil-là peut être atteint après 2 ans sur des stations très riches, mais peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans ou jamais sur des stations très pauvres. Donc, ça dépend des caractéristiques de la station. Et ça va varier d'une naissance à l'autre. Pour l'épinette blanche, le seuil est plus bas. Donc, voilà la réponse à cette question-là. Merci beaucoup. Je crois que ça conclut pour les questions. Peut-être une question rapide. Avez-vous regardé le broutement dans vos sites? On a regardé le broutement, effectivement, et ça fait partie... Oups, j'ai passé tout droit. Ça fait partie des arbres ici. Non, je ne sais plus c'est où. Quand je présentais la survie, donc la partie des arbres vivants, mais avec des défauts, là-dedans, j'ai des arbres broutés. Le broutement dans cette région-là, beaucoup par l'orignal. Énormément par l'orignal. Et là, je n'ai absolument pas encore fait d'analyse. Est-ce que certains niveaux d'amélioration sont plus broutés que les autres? Est-ce que certains plants sont plus broutés que les autres? Mais c'est une chose qu'on va pouvoir explorer. J'ai toutes les données pour faire ça. Merci, super intéressant. Merci encore d'avoir accepté notre invitation, Nelson. Toujours bienvenue. Merci beaucoup.